de l'ESC, un amphithéâtre qui nous accueille très régulièrement pour les petits déjeuners de la création. On n'est pas né ici avec les petits déjeuners il y a 17 ans, mais j'allais dire c'est l'amphi historique. Hein. Je pense que c'est ici qu'ont eu lieu les déjeuners les rencontres les plus animées. On a souvenir, oui Gilles, il est là, j'ai réfléchi avec on a lancé cette machine de guerre, les petits déjeuners il y a 17 ans. On a souvenir de petits déjeuners sur créateurs, innés ou acquis, où sur la scène il aurait fallu un cordon de CRS pour séparer deux de nos intervenants. Mais depuis, on a changé complètement, je vous rassure. On est devenu quelque chose de beaucoup plus convivial parce que, j'allais dire, le plaisir, je crois, est partagé entre la salle et puis entre nos intervenants, experts et témoins qui, petit déjeuner après petit déjeuner, viennent nous rendre compte à la fois de leur création, de leur parcours, de ce qu'ils ont vécu, de la réalité d'un monde qui est celui de la création d'entreprise, qui change, c'est aussi le sujet de ce matin, et puis des experts qui, eux, par contre, sont des experts qui sont des techniciens, on va dire, de la création d'entreprise, et qui, naturellement, là, nous font part un peu des bons conseils, des conseils clés sur lesquels vous pouvez vous appuyer dans vos parcours. Souvent, il y a beaucoup de prises de notes sur un petit déjeuner, parce qu'on repart avec des bons conseils. Et puis il y a la troisième partie, la troisième mi-temps, j'allais dire, non, enfin, ça c'est la deuxième mi-temps plutôt, autour d'un café, c'est-à-dire dans quelques minutes, hein, enfin, dans une heure et demie, on ira autour d'un café si vous le souhaitez, prolonger le débat avec l'un ou avec l'autre. Et c'est là que naissent les rencontres, un peu de networking, un peu de rencontres, et c'est souvent intéressant. Un beau plateau ce matin, vraiment je suis impressionné. Le seul qui n'est pas en grande forme, c'est moi avec ma petite attelle, donc on va essayer de ne pas tomber sur la scène, on va éviter ça. Un beau plateau parce qu'aujourd'hui on va parler d'un vrai sujet qui sont les nouveaux entrepreneurs. Est-ce que vous, parce qu'on parle de vous, est-ce que vous avez de nouvelles attentes, est-ce que vous avez de nouvelles envies, est-ce que vous avez de nouveaux comportements? Et ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas anecdotique pour plusieurs raisons, parce qu'il faut que vous trouviez dans vos projets les moyens de vous réaliser, et il faut que dans l'autre sens, les structures d'accompagnement, les banquiers, ils sont présents, voilà, et bien d'autres, et bien d'autres soient capables de comprendre vos nouveaux besoins, vos nouvelles attentes, et finalement que ce monde, parce que la création d'entreprise, c'est un travail solo, c'est un travail d'isolement souvent, hein, on le dit, voilà, mais c'est en même temps un travail de réseau. C'est tous ensemble qu'on arrive à aller plus vite, et qu'on arrive à gagner et à faire que son entreprise soit pérenne. Et donc il faut que tout le monde soit capable de se répondre et de se comprendre, ce qui n'est pas toujours évident. C'était déjà pas évident depuis 20 ans, c'est encore moins maintenant que toutes les choses changent. Voilà. Et autour comme chaque fois au petit déjeuner de la création, des experts donc, et des témoins qui vont nous parler d'eux, tout simplement, qui ils sont, leur parcours, et puis nous dirons s'ils se sentent différents, s'ils se sentaient différents et compris peut-être. Voilà. Est-ce que quand ils parlaient avec leurs mots en face, ils avaient l'impression que les réseaux d'accompagnement, les compagnies consulaires, la CCI qui organise, par exemple, est-ce que tout le monde arrivait à comprendre leurs mots, leurs attentes, et est-ce que leur projet pour autant a été effectivement facilité ou rendu plus complexe peut-être parce qu'on ne se comprenait pas. En tous les cas, bienvenue. On va tout d'abord faire un petit tour de table pour vous présenter cette belle table ronde ce matin. Le premier qui j'invite à prendre le micro, on va le faire dans l'ordre, c'est Tristan Colombe. J'allais dire, si Tristan nous fait sa bio, nous y sommes jusqu'à demain matin, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a un parcours de créateur d'entreprise à succès, et vraiment des S au pluriel. Tristan, en quelques mots, l'homme, le parcours peut-être, et tout au moins les entreprises que vous gérez aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Donc je suis le fondateur et créateur du site de jeuxpricey.com il y a maintenant 20 ans. Et depuis, du coup, j'ai enchaîné différentes aventures entrepreneuriales avec notamment la création d'un fonds d'investissement dédié aux startups, la création de DomeRider qui est aujourd'hui spécialisé dans le développement blockchain et les outils pour les référenceurs internet. On est une quarantaine de personnes. Et puis tout récemment, du coup, l'ouverture de Turing 22, un nouvel espace de grande taille de coworking à Clermont-Ferrand. Merci, effectivement, rapide, direct et concis, habitué au pitch, ça se sent, voilà. Manon Capitan, bonjour, en quelques mots aussi, vous êtes dans une structure qui s'appelle Square Lab, vous allez nous en parler, que dirige Fabrice Caillou, il est là-haut, voilà, il y a le chef qui est là. Mais oui, voilà, est-ce qu'en quelques mots aussi on peut mieux vous découvrir? Alors bonjour à tous, je suis Manon Capitan, je travaille du coup à l'incubateur Square Lab qui est l'incubateur de l'école de commerce de Clermont. Moi j'accompagne au quotidien 14 porteurs de projets qui veulent créer leur start-up et je suis également l'organisatrice du Startup Weekend Clermont pour diffuser la culture entrepreneuriale auprès de tous ceux qui ont envie d'entreprendre.
Comme vous le voyez, si quelqu'un pourra nous parler des nouveaux entrepreneurs, c'est Manon qui a cette habitude d'être au contact de start-up, mais il n'y a pas que des start-up, hein. C'est important sur les petits déjeuners aussi, on parle à tous les créateurs d'entreprise, même si c'est une lame de fond aujourd'hui qui nous embarque autour de la thématique start-up. J'allais dire un homme qui est incontournable. Il est il est au milieu pratiquement de cette table ronde, mais il est l'un des piliers de votre parcours futur ou présent. Ce monsieur que vous voyez là travaille dans une banque, et une excellente banque. Jérôme Cheuzet, en quelques mots sur la Banque Populaire et puis sur votre parcours et l'homme que vous êtes. Bonjour à tous. Alors effectivement, je représente la Banque Populaire. Moi-même, j'ai passé 15 à 20 années à financer des créateurs, des repreneurs, donc nous connaissons bien vos problématiques et nous sommes là aujourd'hui pour vous répondre à vos attentes et à vos questions. Voilà. Ok, donc on aura l'occasion effectivement de faire un point sur les nouveaux dispositifs de financement, si les attentes changent, si les envies changent également du côté des créateurs. Et puis ensuite, après, on bascule dans les créateurs, dans les témoins, hein, c'est le mot qu'on utilise, parce que des témoins qui ont vécu, ou qui vivent encore d'ailleurs, hein, j'allais dire la phase de lancement, de création, voilà. Et on va parler effectivement avec mon drive local, excusez-moi, c'est Sébastien, c'est ça, Jean-Sébastien, j'allais vous appeler Sébastien tout court, Jean-Sébastien Allègre, donc mon drive local en quelques mots, l'homme, le parcours peut-être, et puis l'entreprise. Oui, bonjour à tous, donc je suis le créateur de mon drive local, donc on vend des produits locaux en ligne avec des systèmes de retrait soit en point relais, soit de livraison à domicile, avec un parcours entrepreneurial entrepris à maintenant plus de 3 ans, et le lancement récemment d'une nouvelle activité, Fruitique, et de la livraison de snacks sains en entreprise et de corbeilles de fruits frais. Donc voilà, on pourrait échanger sur ces sujets-là, mais avec différentes problématiques et différents parcours, différentes structures dans l'entrepreneuriat. Et les filles, c'est jeudi, c'est ça? Je me suis pas trompé, c'est le... Oui, c'est ça. Il faut le crier. Et les filles, c'est jeudi. C'est ça. C'est ce soir d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'on est jeudi en plus. Ouais. C'est ça. Donc vous commencez par un petit déjeuner, et si vous êtes... ah non, messieurs, non, je suis désolé. Une partie de cette salle pourra participer. Est-ce qu'en quelques mots, Emmanuel Régnière, vous pouvez aussi vous présenter, nous parler de votre entreprise? Alors moi, après un parcours dans l'édition puis dans la finance, j'ai créé ma micro-entreprise en tout début 2018 en community management et rédaction web. Et à côté de ça, avec ma meilleure amie Virginie, on a créé les soirées Et les filles c'est jeudi, qui est un réseau networking 100% féminin. Voilà, les femmes viennent se rencontrer une fois par mois pour se créer du réseau professionnel et personnel. Voilà, mais c'est une bonne chose parce qu'effectivement les réseaux sont aussi un nouveau mode de comportement qui n'est pas nécessairement, on va pas dire, je dirais l'inverse, mais c'est l'animateur des réseaux économiques de Clermont depuis 20 ans, donc les réseaux existent depuis longtemps, mais j'allais dire aujourd'hui ils font partie peut-être de l'ADN beaucoup plus qu'avant où il y avait toute une mission de pédagogie, d'apprentissage au réseau. Aujourd'hui c'est presque naturel, j'allais dire, d'être dans un réseau tout de suite, et c'est là où votre témoignage sera extrêmement important. Caroline Héral, alors vous, art et gourmandise, j'allais dire là, c'est un plaisir d'échanger avec vous, même si je pense qu'on peut échanger autour de peut-être d'un plateau, de petites choses, de petites pâtisseries par exemple, ou voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de votre parcours? Tout à fait, alors moi je suis pâtissière de formation et j'ai ouvert en septembre 2018 une pâtisserie sermentée itinérante, donc du coup c'est là où j'ai un petit peu la petite particularité, c'est que c'est dans un bus, et voilà, je suis là pour échanger un petit peu sur le parcours que j'ai eu pour la création d'entreprise. Oui, effectivement, c'est des nouveaux modes de distribution, effectivement, d'aller directement au contact du client. Là aussi, une belle aventure. Oui, des beaux parcours ce matin, hein, vraiment, ça risque d'être intéressant, d'autant plus qu'à la fin, la dernière demi-heure, on vous donnera la parole et vous pourrez poser vos questions. Alors, écoutez, je vais revenir à nos experts déjà, et peut-être, je m'excuse, démarrer par Manon, je m'excuse pour Tristan, pas en premier, pour des raisons toutes simples, parce que je pense que de par votre quotidien, hein, d'accompagner des startups, d'accompagner des entreprises, d'accompagner des jeunes créateurs, des porteurs de projets, est-ce que pour vous, il y a réellement quelque chose de nouveau dans les comportements, les attentes? On dit que les jeunes entrepreneurs aujourd'hui sont plus jeunes, sont plus féminins, sont plus solos, ils fonctionnent plus en réseau, on dit qu'ils sont dotés d'une méthode de pensée plus agile. C'est une enquête, hein, je vous donne les éléments de l'enquête, voilà, enquête réalisée par les chambres de commerce. Ils sont beaucoup plus en recherche de nouvelles formes de financement, hein, par exemple, on en parle avec le banquier, et surtout une vraie motivation dans la quête de sens et dans l'engagement social. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui vous semblent à mettre en évidence sur ces nouveaux entrepreneurs? Alors moi, j'ai pas tant d'années de recul que ça pour vous dire qu'il y a 20 ans, c'était différent. On parle de ceux d'aujourd'hui dans ce cas. Qui sont-ils? Voilà, on va plutôt se faire dans ce cas. Qui sont-ils? En tout cas, c'est vrai que quand on
on reçoit des porteurs de projets qui veulent créer leur entreprise, on a 3 types de porteurs de projets. Effectivement, des porteurs de projets qui sont en quête de sens. Je veux entreprendre, l'entrepreneuriat, ça me correspond. Je n'ai pas forcément d'idée, je ne sais pas forcément quoi faire, mais voilà, par où je commence si je veux être entrepreneur. Oui. Donc ça, c'est le premier type de profil et qui arrive vraiment par le sens. Ensuite, on en a qui ont une idée. Et qui ont, c'est peut-être pas la première idée qu'ils ont, et ils en ont marre de se faire passer devant par les autres, de voir leur idée sortir et que c'est pas eux qui l'ont produit, donc ils veulent vraiment rentrer dans le concret et avoir des méthodes, des outils en fait une vraie boîte à outils pour aller bricoler et commencer à mettre les mains dans la réalité de leur idée. Et enfin d'autres qui sont très intéressants et qui arrivent en constatant des problèmes. Qui se sont dit, bon ben voilà, j'ai remarqué des problèmes clients, personne ne résout ça, oui. ça m'embête au quotidien, comment je fais pour les résoudre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire autour de ça? Est-ce que déjà, une question peut-être un peu généraliste, est-ce qu'il vous semble que l'esprit d'entreprendre est aujourd'hui beaucoup plus répandu, on va dire, dans une certaine jeunesse? Il y a une époque, pas si bien lointaine, alors là, excusez-moi, je parle de génération plus âgée, merci de m'avoir fait remarquer, mais effectivement, pour qui il fallait là aussi faire de l'acculturation à l'esprit d'entreprise, donc vous disiez, non, j'ai passé un bac+5, non, moi je vais chercher absolument dans un grand groupe, ou je veux venir rentrer dans la fonction publique, etc. Est-ce que c'est quelque chose de plus répandu aujourd'hui? Est-ce que c'est naturel quelque part de se dire, je me lance? Alors, aujourd'hui, on est dans une école de commerce. Oui, voilà, c'est ça. Il me semble qu'il y a peut-être une dizaine d'années, le rêve des étudiants d'école de commerce était peut-être d'intégrer la direction marketing d'une grande boîte du CAC 40. Aujourd'hui, vraiment, une des vraies ambitions des étudiants, c'est d'être entrepreneur. Et je pense aussi parce qu'on a des modèles en France, arrivent des modèles d'entrepreneurs qui donnent envie. D'accord, mais qui finalement sont autant attractifs que rentrer chez L'Oréal et être certes une belle carrière, mais être un numéro 5622, alors que là, même pas forcément, même pas forcément créer une start-up, même créer un food truck, aujourd'hui c'est plus sexy que d'être directeur, d'être responsable marketing chez Mercedes. Ça dépend des étudiants et il ne faut pas faire une généralité, mais l'entrepreneuriat c'est un vrai choix de carrière et une vraie option pour les étudiants. C'est quelque chose que vous enseignez, c'est une approche de la carrière que vous donnez aussi à l'ESC, qui se donne ici, qui s'enseigne à l'ESC, la notion de se dire d'être entrepreneur autant que d'être cadre. Cette valeur-là est intégrée dans le corps professoral, au quotidien. On prépare les gens, on leur dit lancez-vous finalement. Tout à fait, c'est aussi pour ça qu'en dernière année de master, il y a une spécialisation qui s'appelle Culture Startup et Entrepreneurship. C'est aussi une voie de spécialisation aujourd'hui à l'école de commerce. Alors je vois Tristan qui hoche mais largement la tête. Alors, il faut vous préciser que chez Tristan, il y a une particularité, sa société est complètement orientée vers le bien-être au travail. Alors je pense que ces collaborateurs sont terriblement efficaces parce que c'est des belles boîtes qui ont un fort taux de croissance, mais on voit, il n'y a pas que le sourire de façade qu'on peut avoir quand on arrive dans l'entreprise, on sent réellement quelque chose de fort. Donc vous recrutez plutôt ces jeunes entrepreneurs, ces futurs créateurs. Comment vous percevez le message là, sur la création d'entreprise? Je voyais hocher la tête, ça voulait dire quoi pour vous par rapport aux propos de Manon? Est-ce qu'on est, à la fois on peut être salarié et créateur chez vous par exemple? Est-ce qu'on peut avoir envie de créer tout en étant collaborateur de Dom Rider ou de Turing 22? Oui, alors je rejoins complètement Manon sur effectivement la vision aujourd'hui des attentes des créateurs. Et effectivement, je pense que l'entreprise a besoin de se réinventer. Et effectivement, je cherche à privilégier des profils que je pourrais considérer comme intrapreneurs. Aujourd'hui, plus que des spécialistes d'un métier ou d'une technique particulière, les collaborateurs que je recherche en priorité sont des gens beaucoup plus adaptables, beaucoup plus multicartes et avec beaucoup d'autonomie. Et aujourd'hui, une part importante de mes collaborateurs sont en fait des gens qui à un moment donné ont eu une expérience de création, malheureuse ou heureuse, et qui ensuite ont envie de continuer ou de rejoindre l'entreprise, mais qui ont eu cette expérience. Et elle leur amène une vision que je trouve extrêmement intéressante, très ouverte, très pragmatique, toujours très autonome, à la recherche de solutions et avec une vraie perception des enjeux. Et ça se traduit au quotidien et c'est très très agréable de pouvoir travailler. On fonctionne de manière beaucoup plus efficace ainsi. La quête de sens, j'allais dire, là on va s'intéresser aux collaborateurs certes, mais j'allais dire peut-être à votre parcours perso peut-être. Est-ce que vous, c'était aussi quelque chose que vous cherchiez?
manager à la fois un projet qui coordonne évidemment une réalisation entrepreneuriale, parce qu'une entreprise est là pour faire avoir des clients et gagner un peu d'argent, mais aussi une quête de sens, une envie d'avoir sa place dans la société, pour vous et pour vos collaborateurs. Comment vous le ressentez? Alors sur mes expériences antérieures, en tout cas les premières, oui. Je peux pas dire qu'il y avait justement beaucoup de sens. Il y avait vraiment eu une logique d'opportunité commerciale, alors que là aujourd'hui, arrivant à déjà une seconde étape de ma carrière, avec le projet Turing 22, là ce qui a prédominé, c'était vraiment la quête de sens. J'avais envie de pouvoir amener ma contribution à l'écosystème clermontois et pouvoir côtoyer des créateurs et des entrepreneurs. En 2 mots, Turing 22, on est passé très vite, mais comme c'est le nouveau, c'est le nouvel endroit, the place to be, si vous êtes un jeune créateur, voilà, dites-vous qu'il y a beaucoup d'espaces de cowork sur Clermont, mais il y en a un nouveau qui est particulièrement innovant. 2-3 mots sur la volonté. C'est quoi Turing 22 en dehors d'un espace de cowork? Toute la différence, elle est où la clé de différence, voilà. Turing 22, c'est une inspiration pour ceux qui connaissent à mi-chemin entre des WeWork ou des Spaces à Paris et puis du Station F. L'idée, c'est à l'échelle plus raisonnable de Clermont-Ferrand d'avoir un espace malgré tout grand. On a presque 5000 m², 600 places, qui permet à la fois d'accueillir des entrepreneurs vraiment qui se lancent, qui sont seuls ou qui sont en toute petite équipe dans des conditions vraiment agréables et vraiment tournées vers l'échange, comme des entreprises ou des startups déjà en plus forte croissance et plus matures, comme notamment la Dome Raider où on est déjà une quarantaine. Et le lieu tout entier est vraiment tourné sur la mutualisation des espaces, donc avec effectivement bien sûr des espaces de réunion, des espaces comme un auditorium, mais surtout beaucoup d'espaces de convivialité, que ce soit des terrasses, des lounges, des cuisines, qui sont vraiment tournés vers l'échange et avec une volonté vraiment de faciliter la mise en relation de ceux qui y participent et puis de tous ceux qui sont en extérieur pour vraiment favoriser les relations, l'apprentissage et puis aussi le business. L'équilibre vie professionnelle, vie privée, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les enquêtes sur les nouvelles générations. J'allais dire, vous êtes aussi quand même, je ne vais pas vous demander votre âge, vous êtes aussi une nouvelle génération quelque part. Est-ce que pour vous c'est important en tant qu'entrepreneur et comment vous le proposez, vous le faites vivre à vos collaborateurs? Parce que je sais aussi que c'est un sujet qui ressort souvent dans vos présentations, votre site internet. Voilà. Comment ça se passe pour cet équilibre vie privée, vie professionnelle? Alors le sujet de la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui m'est cher depuis effectivement longtemps. Et ça, depuis même dès ma première entreprise Pricey. Et aujourd'hui, avec Turing 22, on a cherché à travers le lieu à amener tout ce qui peut faciliter au quotidien la vie d'un entrepreneur et effacer effectivement cette limite, ce qui est une tendance générale entre ce côté effectivement sphère privée, sphère professionnelle. Les deux se mélangent de plus en plus. Donc aujourd'hui, au sein des locaux, on a du coup des vestiaires avec des douches, on a une salle de sport, on a même du coup des salles de sieste pour ceux qui veulent pouvoir se reposer en journée. On a beaucoup de choses comme ça, ou de services au quotidien, de conciergerie, d'accueil, pour faciliter la vie, permettre à tous ceux qui souhaitent travailler de pouvoir se concentrer sur leur métier et mettre de côté le reste. Et puis après, pour mes collaborateurs au sein de Dome Raider, on travaille vraiment au maximum, permettre le télétravail. On a même rejoint là, du coup des prix des places dans une crèche d'entreprise. Beaucoup de choses au quotidien pour le faciliter. Alors, on va passer, Jérôme, on reviendra après parce qu'il y a un côté extrêmement technique. Et moi, je voudrais d'abord la réaction là, des créateurs d'entreprise. Jean-Sébastien Allègre, bon, déjà, bon, c'est pas du tout prévu pour, mais j'allais dire, vous êtes prestataire effectivement pour Turing 22, hein, c'est ça, si j'ai bien compris, dans ce service, voilà, des services que souhaitait apporter Tristan. Jeune entrepreneur, est-ce que vous vous retrouvez déjà dans tout ce qui a pu être dit jusque-là? Est-ce que pour vous, l'entreprise, c'est quelque chose, effectivement, une entreprise, c'est du business. On est d'accord, sinon ça ne vit pas. Mais est-ce que pour vous, c'était aussi, dans un projet de vie, une façon d'avoir sa place dans la société, une façon d'avoir des attentes différentes? Est-ce que pour vous, c'est quoi l'entreprise finalement, si vous deviez définir votre entreprise? Une entreprise, avant tout, à la base, c'est un entrepreneur. Oui. En tout cas, dans le stade entrepreneurial où j'en suis aujourd'hui. Après, quand on atteint des échelles comme Tristan, c'est une grosse équipe derrière. Oui, bien sûr. Mais à la base, à la création du projet, ça reste une personne, un entrepreneur qui porte le projet, qui se bat pour défendre son projet. Et du coup, c'est vraiment aussi un choix de vie, puisque pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est un projet qui correspond à ses valeurs. Puisque pour pouvoir défendre son projet, il faut que ça corresponde un minimum à la personne que l'on est. Donc du coup, pour le coup, voilà, moi c'était vraiment une réelle volonté de pouvoir dire, ok, on a plein de producteurs autour de chez nous, on a plein de beaux produits, mais par contre, on va tous dans les supermarchés acheter massivement des produits qui viennent de très loin. Donc essayons de redonner du sens et en tout cas, facilitons la vie du consommateur qui souhaite consommer un peu mieux et de manière un peu plus qualitative. Donc ça, c'était une réelle conviction à la base qui m'a amené à créer mon drive local. Et puis,
Par la suite, Fruity est né puisque du coup, on a l'alimentation donc au domicile, mais on passe beaucoup de notre temps sur le lieu de travail. Et du coup, il y a un vrai enjeu. Alors Tristan en parlait, la fameuse QVT, qualité de vie au travail. Et du coup, on a déjà nous les producteurs pour sourcer tout ce qui est fruits, etc. Donc on s'est dit pourquoi pas proposer aux entreprises nos services pour amener un peu de bonheur en entreprise en proposant des bocaux de biscuits artisanaux, des bocaux de fruits secs, des corbeilles de fruits, du café, du thé, enfin toute une gamme assez large qui amène de la convivialité, qui permet aux gens de se réunir et de se rencontrer et de discuter dans un cadre un petit peu hors travail. Parce que pour rejoindre ce que disaient Manon et Tristan et pour souligner l'intérêt d'une structure comme Turing 22 et comme plein d'autres, parce qu'on a plusieurs structures sur le territoire de la métropole, c'est très important, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça en tant qu'entrepreneur, d'avoir un lieu où on puisse rencontrer d'autres entrepreneurs. J'ai fait partie personnellement du bivouac et c'est vrai que ça a été, au début j'ai un petit peu hésité parce que voilà, c'est un investissement, c'est quand même certaines contraintes et en fait c'est ultra enrichissant parce que l'entrepreneur est toujours très seul. Et c'est tout bête, mais rien que le fait à la machine à café ou à la pause midi de croiser d'autres entrepreneurs, d'échanger sur ces problématiques, c'est d'une richesse inouïe, on gagne un temps fou. Et j'encourage tous les entrepreneurs à aller dans des espaces de coworking, à aller à l'incubateur, dans les accélérateurs. On a plein de structures aujourd'hui. En plus, elles travaillent maintenant main dans la main. Maintenant, on parlera mieux que moi. Mais lundi prochain, il y a le Magma Festival à la Corée qui va permettre de présenter l'ensemble des structures. Il faut vraiment en profiter. Il faut pas hésiter. Il faut y aller. Il faut aller parler de son projet, rencontrer d'autres entrepreneurs pour échanger. Et c'est ultra enrichissant. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus enrichissant pour le coup dans l'accompagnement du bivouac. Alors, effectivement, là, je reprends ma casquette de vieil animateur. Effectivement, cette notion de réseau, d'accompagnement a toujours existé depuis longtemps, mais des pépinières entreprises, choses comme ça, mais beaucoup moins premium qu'aujourd'hui. Pour vous, c'est quasiment indispensable pour un jeune créateur de se dire, après tout, je reste pas tout seul dans mon garage, à l'image de la start-up, démarrer seul dans son garage. Il faut savoir passer le pas, d'aller dans un incubateur, aller dans un espace où on va croiser d'autres idées, d'autres approches. C'est incontournable aujourd'hui. Enfin, c'est très important aujourd'hui pour vous de démarrer en prenant finalement un peu sa place dans un écosystème avec des gens différents, avec des vies différentes. Comment vous voyez ça? Alors, c'est indispensable, c'est jamais indispensable, mais pour moi c'est un vrai plus parce que on arrive avec une idée d'un projet et le projet il va évoluer au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années et il va évoluer aussi au contact de ces gens-là. Et ces gens-là sont potentiellement aussi des clients qui vont faire évoluer le projet en fonction de leurs attentes. Et du coup, le fait d'échanger avec tous ces gens-là au quotidien, sans forcément avoir de formalisme, parce que du coup, vous les voyez au quotidien, donc il y a moins de formalisme qui s'établit. Du coup, vous permet vraiment de grandir, vous personnellement, et de faire évoluer votre projet en fonction aussi des remarques qu'on peut vous faire ou des échanges et des opportunités que vous pouvez avoir. Alors, dans les nouveautés que vous amenez, il y a la façon de distribuer finalement de vieux produits, produits alimentaires. Alors là, on est vraiment dans un produit historique, mais de le proposer dans des formes de circuits, des modes de distribution, d'approvisionnement complètement nouveaux. Quand on a ce genre de nouvelles idées, on est compris quand on en parle pour la première fois, quand on pitch pour la première fois face à son banquier, par exemple. C'est Banque Populaire qui vous accompagne dans ces... Alors non, c'est pas Banque Populaire, mais pour le coup, c'est pas très grave. La réaction doit être similaire d'un banquier à l'autre. Après, c'est toujours pareil. Il y en a qui sont plus sensibles aux innovations que d'autres. Typiquement, moi je vais pas faire de la pub pour ma banque, mais je suis au Crédit Agricole, il y a un service innovation. Je sais que la BNP là, la Banque Populaire a peut-être aussi un service innovation. Donc on voit aussi les changements, c'est-à-dire que les banques créent des services innovation, des services start-up pour écouter et prendre en compte les contraintes qui sont pas du tout les mêmes que pour des entreprises classiques. Et puis après, de toute façon, j'ai toujours l'habitude de dire, et là je dois saluer Fabrice, parce que je crois que le premier à m'en avoir parlé, c'est Fabrice Caillou du Square Lab, parce qu'on a fait un rapide passage au Square Lab aussi. C'est, il faut y aller, il faut essayer, et puis après on verra. Et du coup, c'est vrai que là il y a eu l'idée de Fruity, et puis je me dis ok, on va essayer. Donc j'ai appelé quelques entrepreneurs que je connaissais qui m'ont dit ok, on va te faire confiance, on va essayer. Et puis c'est une première référence, une deuxième référence, une troisième référence, et puis petit à petit Michelin s'ajoute au tableau, des grosses boîtes, Capgemini, etc. Et là les banquiers vous disent oui, bon si ces gens-là vous font confiance, on va y aller. Mais du coup voilà, le plus simple c'est d'essayer, et puis on corrigera le tir au fur et à mesure. Mais voilà, faut y aller. D'accord, j'en profite pour revenir vers vous, Manon. Vous en voyez beaucoup des projets où vous êtes au premier entretien, vous vous dites alors j'ai pas tout compris ce qu'il veut faire, mais ça m'a l'air extrêmement passionnant parce que nouvelle forme de distribution, nouvelle approche de la relation, de l'expérience client. Je sais pas, quelque chose qui vous déconcerte, même vous qui avez l'habitude, et vous dites, il y a une lumière dans tout ça, j'ai envie de le prendre et de l'amener. C'est un peu comme ça que fonctionne Square Lab, où vraiment vous avez une grille avec d'analyse du projet, on prend que des projets matures. Comment vous fonctionnez au premier entretien? Alors, le premier entretien, c'est déjà un échange pour comprendre tout l'environnement du projet. Nous, on accompagne des projets, on est spécialisé en innovation d'usage.
Donc c'est des secteurs divers et variés et nous on a besoin que le porteur de notre projet nous apporte beaucoup de matière pour qu'on puisse cerner le projet dans son environnement. Alors dire qu'il y a une grille c'est un peu enfermant, c'est plutôt un guide. Nous, ce qui nous intéresse le plus c'est ce que disait Jean-Sébastien, des entrepreneurs qui ont remarqué un problème client et qui vont y répondre en testant. Vraiment cette volonté d'aller très très vite au contact du marché, d'avoir conscience que notre projet va évoluer en fonction des attentes et des retours du marché, et cette volonté en fait de construire un projet. Nous, notre accompagnement, il est vraiment anté-création, donc de l'idée qui a commencé à tester et un peu fouiller, jusqu'à la création. Je voudrais 3 secondes parce que traditionnellement, chaque petit déjeuner, anté-création ne veut pas dire, c'est un mot un peu technique des professionnels, ne veut pas dire qu'il y a des fantômes, anté-création. Non, c'est avant la création. Je suis navré, mais bon, je sais qu'on pose souvent la question après le petit déjeuner, c'est pour ça, pardon. Okay. Mais pardon, je vous ai coupé, je suis navré, mais... je vous ai vraiment définitivement coupé, navré. Mais vous accompagnez des projets anté-création, effectivement, donc... Nous, nos critères. En tout cas, ce qu'on va regarder, c'est qu'il y a un vrai problème client, une volonté d'aller tester sur le marché et de se confronter pour évoluer, et puis on va dire le potentiel entrepreneur du porteur de projet. C'est très important en fait le porteur de projet dans l'entrepreneuriat, les business angels ont l'habitude de leur dire il faut mieux miser sur un bon entrepreneur avec une mauvaise idée que sur une bonne idée avec un entrepreneur dont on doute. D'accord, tout à fait. Emmanuel, alors j'allais dire, même question, à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous réalisez à travers votre entreprise, c'est parce que c'est bien beau de se dire j'ai un projet d'entreprise, j'ai un projet en plus très immatériel, c'est ma personne qui va fédérer et entraîner un groupe, c'est un peu ça le réseau finalement, c'est tout pose sur vos qualités à vous, qualités humaines, le jour où on se jette, qui c'est qui vous a rassuré, qui vous a dit ok on y va, bonne idée, il faut foncer, ou c'est vous, un matin, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre, c'est ça, comment ça s'est passé? Je pense que j'ai un parcours un peu différent de mes acolytes. Déjà, j'ai bientôt 40 ans, donc je suis pas toute jeune. Je me suis jamais dit un jour tu seras entrepreneur. J'ai absolument pas la fibre entrepreneur. Je suis un peu peureuse dans l'âme, donc jamais j'aurais pris des risques comme toi ou même comme toi de faire des investissements pour créer une entreprise. Ça, c'était hors de question. C'est pour ça que je suis partie sur une micro-entreprise déjà. Et puis ensuite, quand on crée une entreprise, on se rend compte que, il faut se faire connaître. Et donc, je travaillais dans la finance avant, et c'est vrai que mes chefs étaient tout le temps de sortie, tous les soirs, ils allaient faire du réseau. Mais du réseau avec des mecs en costard, cravate, super, voilà. Et je me suis dit, mais il n'y a jamais de filles dans votre truc, c'est bizarre, ça n'existe pas. Alors si, ça existe, il y a des réseaux féminins qui existent, mais nous, on fait vraiment un réseau qui est ouvert à toutes les femmes, donc même des femmes qui sont salariées peuvent venir aux soirées Les Filles c'est jeudi. Et ça crée même des émules, puisqu'on a des salariés qui sont en train de lâcher leur job pour se lancer dans la création d'entreprises. Donc c'est assez génial de voir que ça crée une émulation comme ça. Oui. Et vraiment, toutes sortes de profils dans ces soirées. On a vraiment une espèce d'émulation et de la bienveillance, des conseils, des échanges. Vraiment, c'est... Alors le mot bienveillance aussi, c'est un changement, parce qu'aujourd'hui, on ne parlait pas nécessairement du mot bienveillance entre les entrepreneurs il y a simplement quelques années. Pour vous, cette notion dans le réseau, cette notion de bienveillance, d'écoute mutuelle, c'est important. C'est aussi un changement un petit peu de comportement dans les entrepreneurs, finalement. Oui, alors il n'y a absolument pas de compétition. C'est vrai que les filles qui viennent à nos soirées ne viennent pas pour copier ou elles viennent vraiment pour échanger et pour s'informer de ce qui se fait, pour s'informer de comment ça se passe. C'est vrai que nous aussi, on fait des soirées un petit peu particulières d'échange d'expériences sur des femmes qui sont chefs d'entreprise, de micro-entreprises, soit qui ont hérité d'une grosse entreprise et qui nous expliquent un petit peu leur parcours. Et c'est super enrichissant. Alors, si on revient sur vous, alors,
un jour, vous changez complètement de milieu, de secteur. J'imagine que vous saviez ce que vous vouliez à ce moment-là. C'est pas une surprise, puisque c'est une création d'entreprise voulue. Vous cherchiez quoi dans l'entrepreneuriat? En dehors, encore une fois, d'avoir des clients et du business. Quelles étaient vos motivations un peu profondes dans cet acte-là? Alors, je voulais être responsable du salaire que j'allais me verser, parce que j'étais pas contente du salaire que me versaient mes patrons. Et donc, voilà, je me suis dit, eh ben, écoute, t'as qu'à faire par toi-même, et puis tu verras bien. Alors, évidemment, il y a des mois où je gagne plus que ce que je gagnais avant, et il y a des mois où je gagne moins. Mais au moins, c'est moi qui suis responsable de ça. En plus, je suis maman, donc mon petit garçon a 4 ans, et j'avais l'impression de passer à côté de son enfance, littéralement. Non pas que je travaillais de 8h à 20h tous les jours, mais vraiment j'avais cette sensation-là de pas profiter de lui. Et donc du coup, je me suis dit, eh ben, c'est une occasion encore idéale pour pouvoir m'occuper de lui un petit peu plus et travailler un peu comme je veux et quand je veux. Voilà. Donc cette notion d'entrepreneuriat ne vous faisait pas peur du tout finalement, vous avez basculé. Vous disiez, au départ, vous n'étiez pas finalement entrepreneur dans l'âme, mais bon... Voilà, vous êtes parti du jour au lendemain, puis j'ai vu quelques publications sur les réseaux sociaux, ça marche, tout va bien. J'ai créé ma micro-entreprise, j'étais encore salariée, parce que j'avais peur, j'avais vraiment peur. Je me suis dit, si tu lâches ton travail et que demain tu te retrouves avec rien, comment tu vas faire? Et puis quand on a une charge de famille, eh ben, on réfléchit à 2 fois avant de se lancer. Et en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai lâché mon travail, j'en ai repris un autre parce que je me suis dit, oulala, non, peut-être pas. et puis finalement, ça s'est fait naturellement. Le nouveau job que j'avais pris ne me convenait absolument pas. Je voyais encore moins mon fils qu'avant. Donc j'ai dit, allez, c'est bon, on arrête tout. Et puis je me suis lancée à 100%. Et quand on se lance à 100%, et ben, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, tout va bien, quoi. Enfin, c'était pas la peine d'avoir peur. Et est-ce que vous évoquez des rencontres avec des entrepreneurs féminins qui ont de beaux parcours, de jeunes créateurs le bout de la chaîne, des porteurs de projets, enfin voilà, ça bouillonne autour d'eux. Est-ce que quelque part, vous trouvez aussi une gratification personnelle au-delà du chiffre d'affaires? J'allais dire, est-ce que quelque part, quand vous voyez que ça match, que votre réseau crée une dynamique, il crée des nouveaux réseaux de courants d'influence, des rencontres, du networking, est-ce que c'est gratifiant finalement? C'est une autre valeur monétaire, ça n'a pas la même valeur fiduciaire, mais est-ce que c'est une autre valeur pour vous? Oui, on est super fiers de savoir qu'aujourd'hui, il y a du business qui se fait grâce à notre réseau. Clairement, c'est vraiment ça. Donc, ouais, c'est super gratifiant. Et puis, ouais, on se rend compte que, on sert à quelque chose. Vous avez eu des obstacles quand vous avez présenté vos projets? Déjà, est-ce que vous êtes parti tout seul en vous disant, après tout, c'est mon projet, je le sens bien? Ou est-ce que vous vous êtes fait accompagner dans des réseaux vous-même, dans des structures d'accompagnement? Est-ce qu'on vous a écouté, compris? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai pas eu à démarcher les banques ni rien, puisque j'ai fait aucun investissement dans ma micro-entreprise. Donc ça, déjà, j'ai pas eu besoin de faire grand-chose. Je me suis fait accompagner par la CCI pour la création de ma micro-entreprise, parce que j'avais tellement peur de faire des bêtises que voilà, je me suis fait accompagner. Mais sinon, après, avec le réseau Et les filles, c'est jeudi, évidemment, ça nous apporte du business aussi à nous, oui. Bien sûr, oui, tout à fait. Merci. Caroline, là aussi, j'allais dire... Auréline. Pardon. C'est pas grave. On va y arriver. Non, ce matin, j'ai encore un peu sous-caché par rapport à là, et je me reconcentre très fortement entre chaque question. C'est comme une vague absence par moment, des petits cachets à l'eau, base d'opium, c'est très sympa. Mais je n'ai pas mal, tout va bien. Donc, alors justement, est-ce qu'on peut parler de votre entreprise dans la mesure où, de vous-même plutôt, j'allais à un moment donné, au-delà de l'entreprise, qu'est-ce que vous recherchiez finalement dans l'acte de créer votre entreprise? Comment ça s'est passé? Et est-ce que vous aviez le sentiment finalement que vous étiez là aussi comprise, voilà, est-ce que dans votre entourage, dans les réseaux, dans la banque peut-être, je ne sais pas, que vous avez vu, est-ce que vos envies, vous les retrouvez dans votre entreprise aujourd'hui finalement? Alors, tout à fait. Moi, l'entreprise, j'avais envie de créer déjà depuis longtemps. Déjà toute petite, je disais, je veux faire ma pâtisserie salantée. C'était déjà fixé dans ma tête. Arrivé à un stade où, au niveau entreprise, là où je travaillais, j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de créer mes propres produits. Et j'avais envie de proposer quelque chose d'original et de prendre un petit peu mon envol, de prendre ma liberté. Parce que c'est vrai, quand on est en entreprise, on est assez contraint. D'autant plus, moi, j'étais pâtissière, vraiment ouvrière. Donc, on a des règles, oui, on n'équipe pas, et c'est vrai que ça j'avais du mal. Donc j'ai dit, là c'est le moment où jamais je me lance.
Donc du coup, je suis partie de mon entreprise. Il a fallu un moment. Alors moi, par contre, pas vraiment peur, contrairement à ma voisine. Je suis partie de l'entreprise en me disant, voilà, faut que je prenne le temps de voir vraiment ce que je veux faire. J'ai pris le temps de réfléchir parce que bon, après moi, le travail que j'avais me demandait beaucoup de temps. On était plus sur des grosses semaines avec des heures assez compliquées. Donc j'avais pas vraiment la possibilité de réfléchir à mon projet à côté de mon boulot. Donc du coup, voilà. Et après, le projet un peu fou de faire en itinérance est venu dans le sens où j'arrivais pas à me décider de l'endroit où positionner la pâtisserie Salmonté. Et je me suis dit pourquoi pas amener la pâtisserie Salmonté aux gens, là où sont les gens en fait, aller les chercher. Et au début, j'y croyais pas trop, puis finalement, en y regardant bien, je me suis dit c'est le mieux. Et plutôt que de faire un simple food truck, j'ai cherché un peu plus loin et j'ai pris carrément un bus. Vous avez passé le permis? Comment ça fonctionne? J'ai passé le permis pour, oui. Tout à fait, pour le projet. C'est ça, vous êtes obligé d'avoir ce permis spécial. C'est ça, okay. ouais. Rien que ça déjà, c'est... Rien que ça, comme j'ai dit, on m'aurait dit il y a 2 ans que j'allais conduire un bus, j'aurais dit, mais jamais de la vie, c'est pas possible. Les créneaux, ça va, tout va bien, je n'ose même pas imaginer. Parce que j'imagine que c'est pas un bus dernière génération, avec un compte, voilà, c'est ça. D'accord. Non, du tout. Mais bon, comme je disais, tout s'apprend, quand on veut, on peut. Moi, c'est un petit peu ma devise. Donc, du coup, j'ai passé le permis. Je me suis mis en quête j'ai trouvé le bus avant de passer le permis. J'avais trouvé le bus en Bretagne et s'en est suivi tout un processus de recherche, d'accompagnement. J'étais suivie par BGE Auvergne où j'ai eu un réel soutien sur toute la création. Après, au niveau des recherches des banques, alors pour moi ça a été assez compliqué parce que bien souvent on comprenait pas forcément ce que je voulais faire. Voilà, vous devancez la question, je vais vous demander, on a compris ce que vous vouliez faire. Tout à fait. Moi je sais que là-dessus j'ai eu beaucoup de difficultés, d'autant plus quand on voit une petite nana comme moi dire voilà, je vais conduire un bus, je vais aller sur les marchés et faire proposer mes services un petit peu partout. Voilà, j'ai eu des retours des fois un petit peu particuliers. Alors je suis suivie par la Banque Populaire, donc j'ai fini par trouver à force de chercher la banque qu'il me fallait. Et après voilà, au niveau l'entourage, et l'accueil a été assez particulier aussi, mais c'était le moment où il fallait que je me lance en fait. D'accord. Et dans ce nouveau circuit de distribution, finalement, à un moment donné, quand on n'a pas de référence, on s'appuie sur quoi pour expliquer son projet? Parce que c'est typiquement un projet où on va commencer à vous mettre que des obstacles. On va dire, mais votre bus, il faut apprendre à le conduire, vous allez le garer où? C'est gros, comment ça s'est passé finalement pour convaincre tout votre entourage? Simplement, facilement? À votre regard, je dirais non, pas tout à fait. Ça n'a pas été le plus simple. Alors après, l'entourage, c'est vrai que la famille a suivi, a dit vas-y. Les proches, mon compagnon, c'est lui qui a eu l'idée un petit peu du bus, donc pour le coup, il suivait aussi. Après, c'est plus côté professionnel, tout ce qui est, la création, c'est vrai qu'il faut réussir à faire comprendre le projet et puis aussi de faire comprendre que quand on veut, on peut. Alors oui, il y a des contraintes. Oui, il fallait trouver un local où le mettre, mais voilà, il faut le temps. J'ai pris le temps de trouver un endroit où le positionner. J'ai passé le permis, c'est pareil. C'est comme j'ai dit, il s'agit de vouloir. Exactement. C'est une belle aventure. Ça va, tout va bien. Ça, vous avez démarré, c'était C'était septembre 2018. 18, pardon. Alors au début, j'étais beaucoup au niveau du parking du magasin Zodio. Et voilà, comme quoi les choses changent assez rapidement. C'est-à-dire que là-bas, ça avait beaucoup de visibilité, mais au final, très peu de gens qui prenaient le temps. Parce que une pâtisserie Salmonté, c'est un endroit où on prend le temps. Clairement, je l'ai remarqué. Et du coup, j'ai plus basculé depuis 2 mois, depuis le début de l'année, à faire uniquement des marchés et de l'événementiel. Et sur les marchés, c'est vrai que c'est un lieu de rencontre. Je m'en rends compte de plus en plus, là, jour après jour. Les gens viennent, se donnent rendez-vous au bus, et puis c'est un lieu de rencontre. Et j'ai même eu une petite anecdote de dames les 2 dames n'étaient pas très bien mentalement, on va dire. Elles se connaissaient pas du tout. Et il y a une dame qui a dit, c'est dommage que je puisse pas partager ça avec mon mari, j'aurais bien été voir dans le bus et tout. Et l'autre dame lui a dit, écoutez, venez avec moi j'ai 10 minutes de mon temps, on va aller venir prendre un thé. Elles sont restées quasiment 1 heure dans le bus à partager. Et de savoir ça, j'ai dit, c'est génial, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et oui, c'est ça, c'est créer du lien humain, en plus de l'activité business. Je reviens juste un petit peu vers vous, Emmanuel, parce qu'on n'a pas parlé de votre autre activité,
Oui. J'allais dire, voilà, bon, là, est-il besoin d'en parler? J'allais dire, si vous la connaissez pas, elle va vous le dire, voilà, mais je pense que qui ne vous connaît pas. Donc, blogueuse, youtubeuse, France Bleu également aussi, c'est ça, non? Oui. Ou, voilà, est-ce qu'on peut en parler quand même, quelques mots sur cette autre, parce que je crois que finalement, pour quelqu'un qui voulait aussi équilibrer sa vie privée, sa vie pro, vous avez une belle vie professionnelle, hein, c'est riche, il y a beaucoup de choses. Oui, j'ai plusieurs casquettes, effectivement. Donc, oui, je tiens le blog qui s'appelle La Nana Lambda. Et puis donc je fais grâce à ça de la radio sur France Bleu Pays d'Auvergne, Radio Coquelicot sur le bassin le Val de Sioule. Et puis donc du coup je suis community manager et rédactrice web. Donc du coup comme je le fais pour la Nana Lambda, je gère mes réseaux sociaux et ben du coup je me suis dit je vais gérer les réseaux sociaux des entreprises qui n'ont pas le temps ou qui ne savent pas faire. D'accord, Voilà. ok. Alors, c'est effectivement extrêmement intéressant parce que moi j'aimerais juste avoir votre opinion. La multi-activité, alors on parlera des financements parce que ça y est, on a accroché quelqu'un qui est à la Banque Populaire, donc tout va bien. Voilà. Puis quelqu'un qui est à bancariser, elle n'a pas encore de banque, si j'ai bien compris, donc peut-être à bancariser. La multi-activité, Tristan, maintenant j'ai pour vous, c'est comme entrepreneur, ça vous semble quelque chose de nouveau dans les tendances également ou avant un entrepreneur souvent on lui disait il était jugé là-dessus, il fallait qu'il soit à 100% sur son projet. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'entrepreneurs solo qui sont multi-activités. Ça vous semble quelque chose d'émergent aussi dans la relation, dans ce nouveau monde un peu compliqué, j'allais dire, où il faut savoir faire avoir 14 casquettes, ou comment vous voyez la chose, Tristan, par exemple? Oui, là je le confirme complètement. J'ai de plus en plus, soit effectivement de connaissances d'entrepreneurs qui travaillent sur plusieurs projets, soit même dans mes équipes, des gens qui sont chez moi, pas forcément d'ailleurs à temps complet, mais à temps partiel, parce qu'à côté de ça, ils développent d'autres activités, et c'est pas forcément dans une optique de migration, c'est que c'est vraiment un concept, une façon de faire qui leur convient, où ils travaillent pour moi, pour certains depuis des années, mais à 60% ou 80%, et à côté de ça, ils développent leur entreprise ou leurs entreprises sur d'autres sujets. Donc on peut être finalement c'est le prolongement de ce qu'on est dans la vie au quotidien. On est multitâche aujourd'hui. Voilà. C'est aussi quelque chose, vous voyez, à Square Lab, des entrepreneurs un peu multitâches, on va dire, multi-activités. Oui, enfin tout à fait. Hein, enfin, et je pense que la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle et la quête de sens fait que, enfin, naturellement, les gens développent plein d'activités. Et que leurs activités personnelles finalement se transforment peut-être en activités professionnelles, d'un blog peut naître des opportunités de business, de création d'entreprise, peut servir aussi son travail de salarié. Enfin, finalement, la quête de sens, ça nous fait devenir entrepreneurs de notre vie, au-delà de juste purement soit une création d'entreprise ou un salarié. Ça nécessite une forte agilité intellectuelle, professionnelle, d'arriver à basculer dans différents métiers. Ça se passe bien, ça va? Vous arrivez à jongler tout? Oui, ça va. Ça va bien? Bon, oui. c'est parfait. Bon, alors, je me tourne vers Jérôme parce qu'effectivement, volontairement, Jérôme, je l'ai gardé pour la fin, parce que pour la fin, même s'il nous reste du temps encore, mais j'allais dire, parce que vous savez qu'à un moment donné, s'il y a bien un secteur dans lequel on se dit, voilà, là, ça ne change pas. C'est l'image qu'on a des banques. Hein. Après, voilà, le fameux réseau d'hommes en costard-cravate, c'est les banques. Alors, comment ça se passe pour vous? Est-ce que déjà, vous constatez, vous, quand on vient vous voir, des projets différents, des envies différentes, des gens qui finalement vous exigent de vous-même une plus forte agilité, une capacité à comprendre des projets, et puis est-ce que ça bouge, côté Banque Populaire aussi, est-ce qu'on a cette capacité à rebondir sur de nouveaux projets, de nouvelles façons de concevoir qu'est-ce qui fait que je vais pousser votre porte finalement la semaine prochaine pour aller chercher un prêt chez vous? Effectivement, par rapport à tout ce qui a été dit, les parcours sont différents. La banque était une institution, aujourd'hui est une entreprise commerciale au cœur de l'écosystème en fait. Et nous, on doit comprendre le besoin. Vous parliez d'agilité, effectivement, nous, il faut qu'on soit proche, qu'on soit agile et aussi qu'on soit connecté parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde complètement digital. Moi, j'ai écouté ce que vous avez dit précédemment. Effectivement, aujourd'hui, nous, on fait une offre, par exemple, pour les slashers. Les slashers, c'est le terme qui reprend ça, c'est-à-dire j'ai une activité salariée, j'étais salarié, j'ai une idée, je crée mon blog, je suis donc créateur, je peux repartir sur un autre projet. Aujourd'hui, on ne crée pas une entreprise, on crée son activité. D'accord.
Donc ça, c'est notre premier constat qui est, on va dire, nouveau constat que vous sociétal. avez pris en compte. C'est réellement pour vous quelque chose qui existe. La terminologie est voilà, acceptée dans l'univers bancaire. On peut être multi-activité. Voilà, nous on appelle ça les slashers, c'est-à-dire multi-activité. Aujourd'hui, un créateur sur deux est une micro-entreprise. Donc ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on démarre pour se créer son activité sans forcément actionner le salariat les 24 et les 36 premiers mois. Donc ça, c'est un constat de l'approche au niveau humain, c'est-à-dire le désir de sens, c'est ce qui a été dit, le désir de se créer son activité. Ensuite, il y a l'approche au niveau de l'activité. Effectivement, il faut reconnaître que nous, on accompagne, on finance, on suit des activités dites traditionnelles sur lesquelles on a un certain recul puisqu'on les a déjà comme clients. C'est vrai dans l'artisanat, c'est vrai dans le commerce, on a des références très simples. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a après des activités innovantes. Et effectivement, par exemple, sur notre secteur, au niveau de la banque, on est présent sur l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est très vrai sur un secteur comme Grenoble, où il y a une part d'innovation très forte au niveau technologique. Et aujourd'hui, nous avons à la fois des ingénieurs innovation qui sont capables de juger la qualité innovante du projet. Et après, on a aussi, d'un point de vue humain, parce que c'est vrai que la banque, notamment au niveau de la création d'entreprise, tout est basé sur l'humain. Moi, je vous ai bien écouté, et effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On se fait héberger, on se fait accompagner, on est dans un écosystème, et puis après, avant ou après, on va voir la banque et on présente son projet, on pitch son projet, et effectivement, on va rencontrer une personne. Et chez nous, nos conseillers professionnels qui accompagnent les entreprises de 1 euro de chiffre d'affaires à 1,5 million, ce sont des gens qui ont entre 25 et 35 ans. Et oui, ce que j'allais vous dire, ce sont Il y a 30 personnes dans le pilote qui ont entre 25 et 35 ans. La même génération, donc à partir de là, il y a une compréhension peut-être du sujet qui... Voilà, ça c'est très clair aujourd'hui. Pour être en phase, il faut être quand même en âge, quoi. Il y a cette logique-là. Et ensuite, le dossier est présenté auprès de comités, de gens qui peuvent décider des dossiers, mais c'est à la fois la personne qui a reçu le créateur qui présente le dossier. Donc on défend son dossier en interne. Quand c'est un dossier d'activité connu, j'allais dire, il y a des références. Quand c'est un secteur d'activité innovant avec une idée nouvelle, ben voilà, il faut que nous, en interne, on puisse pousser cette idée-là. Mais aujourd'hui, on est pleinement dans cet aspect-là. Hein. Je vous ai parlé de la notion de slasher, et en interne, on appelle ça le PAC, c'est-à-dire proche, agile et connecté. D'accord. Donc voilà les trois piliers qu'il nous faut avancer. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure en off. Nous, ça serait intéressant pour nous même d'aller chez Turing pour présenter, montrer au niveau des conseillers comment ça fonctionne. On s'ouvre, j'allais dire, et on participe à l'écosystème. Et est-ce que finalement, ça nécessite que votre propre banque devienne elle-même agile? Parce que j'allais dire, c'est une refonte complètement du métier, pratiquement. À un moment donné, recevoir des jeunes créateurs. Quand alors, vous évoluez dans le monde de la pâtisserie, j'allais dire, il faut bien connaître les banques, il y a des fiches, on va dire, mais des référents qui font que si vous êtes dans le cadre, on sait tout de suite juger par rapport à l'endroit où vous êtes, votre chiffre d'affaires, votre capacité, si votre business plan est bon. Sauf que madame arrive et elle vous dit, moi je suis en bus sur le parking des audios. Voilà, j'allais dire, comment ça se passe la relation, comment s'est passée la relation avec votre banquier, puisque c'est la Banque Populaire justement. Donc voilà, alors moi je suis tombée sur une personne qui a vraiment accroché au projet, qui a compris vraiment ce que je voulais faire. C'est un gourmand, c'est pour ça. C'est une gourmande. Et après voilà, de là effectivement, elle a présenté le projet à ses collaborateurs et ça a été validé. Mais c'est vraiment il faut réussir à exprimer son projet correctement de manière à ce que ça soit compris et aussi donner, vraiment c'est un petit peu dans la gourmandise, hein, mais voilà, il faut aussi donner envie forcément de se dire voilà, il y a aussi ce côté-là qui prend en compte. Bien sûr. Et pour ce genre de projet, effectivement, c'est pas simple, j'imagine, pour vous aussi. C'est pas encore aussi simple qu'on peut l'imaginer. Vous n'êtes pas, vous l'avez dit, une entreprise commerciale. Et les gens oublient trop souvent ça. Effectivement, vous-même, vous devez assurer votre propre rentabilité. Donc, la prise de risque est beaucoup plus grande, j'imagine, sur des projets comme ceux qui sortent un peu des sentiers battus. Oui, alors, en termes de prise de risque, si vous voulez, il y a plusieurs paramètres. La première chose, déjà, c'est qu'à partir du moment où on fait une création qu'on appelle nous ex nihilo, c'était noté sur le document, mais on part de rien, on crée quelque chose. La première remarque, c'est de dire, à partir du moment où vous êtes un créateur accompagné, au niveau de la banque, c'est un point très positif. Pourquoi? Parce que effectivement, moi, employé de banque, il y a certains secteurs d'activité que je ne connais pas, donc je ne suis pas capable de juger moi-même de la technicité.
Le fait d'être bien accompagné à travers toutes les structures qu'on a nommées précédemment, pour nous, c'est un gage de qualité. Et on le voit dans la durée, le créateur accompagné, lui, va continuer. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est une affaire de personne. Donc j'ai expliqué mon projet, comme vous le disiez, hein, effectivement, j'ai expliqué mon projet, la personne l'a bien ressenti, l'a bien compris. Ça, c'est la première étape. Mais il y en a une deuxième, c'est d'aller le traduire, l'expliquer. Et nous, on a créé un comité, on appelle ça le comité des créateurs. Donc aujourd'hui, dans le Puy-de-Dôme, en l'occurrence, c'est tous les mardis après-midi, on va présenter son dossier à un comité avec d'autres conseillers qui présentent d'autres dossiers. Donc ça, c'est extrêmement enrichissant parce qu'on partage, d'une part, et d'autre part, c'est comme ça qu'on fait rentrer la nouveauté dans une institution qui porte toujours des cravates. Voilà. C'était ça dans des réunions le soir, voilà, tout à fait. Donc si je résume, ce qui semble la clé peut-être pour les nouveaux entrepreneurs, c'est la notion de label quelque part, d'aller chercher des labels, pas des labels, mais tout au moins la capacité d'arriver à dire voilà, je suis accompagné, je me suis présenté à un incubateur, à Square Lab, peu importe, il y a beaucoup d'incubateurs, j'ai été écouté, j'ai été labellisé quelque part, et d'autres experts qui ont une expertise différente de celle du banquier apportent cette garantie, et c'est cet ensemble-là qui vous amène à prendre la décision. C'est ça, vous n'êtes plus seul face au projet, c'est pas le créateur seul face à vous. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, quand on voit au niveau des plans de financement, vous parliez tout à l'heure de financement, quand on voit au niveau du plan de financement, si je prends sur un exemple sur 100, hein, aujourd'hui, quand vous avez les prêts d'honneur, vous avez les prêts des plateformes, vous avez des subventions, vous avez du crowdfunding, vous avez de la love money, vous avez alors des business angels, c'est un peu différent, mais vous avez différents types d'apports. Aujourd'hui, la banque, en moyenne, finance 60% de l'apport. D'accord. Donc ça veut dire que 40% est financé par d'autres de l'apport, des prêts d'honneur, etc. Donc, on voit bien que là, même dans la cohérence du financement, on est partenaire. On est dans l'écosystème. C'est une bonne clé d'entrée parce que c'est une question qui revient souvent chez les créateurs. Je commence par où? Parce qu'effectivement, les banquiers seront rassurés si d'autres organismes accompagnent et ces organismes souvent vous demandent d'être bancarisés et de venir quelque part avec un accompagnement bancaire. On pousse votre porte en premier ou on va plutôt carrément à nos initiatives ou à la plateforme d'initiative locale pour essayer de chercher un prêt d'honneur? Comment vous voyez la chose? Tout est possible, j'allais dire, dans le principe. Moi, ce que je conseille, c'est que plus on est en amont, meilleur c'est. Parce qu'effectivement, un dossier de création ne se décide pas comme un dossier immobilier pour un particulier où la décision va être oui, non, immédiate. Ça peut être une durée, c'est ça que je pense qu'il faut l'avoir en tête. C'est une durée de 3 à 6 mois, en moyenne au niveau de la banque, entre le premier rendez-vous et le dernier rendez-vous. Donc c'est le début de l'aventure. Et le financement, c'est le démarrage de l'activité. Mais le début de l'aventure intervient 3 à 6 mois avant. Donc plutôt vous venez voir votre banque et vous expliquer l'idée que vous avez, un petit peu dans le cadre de l'incubateur aussi, mais peut-être dans l'étape qui suit, plus le financement est facilité. Voilà, faut partager, hein, faut partager. On n'est pas tout seul. Ça a été dit tout à l'heure, quand je démarre en tant qu'entrepreneur, j'ai tendance à me sentir seul. Voilà, la banque est un partenaire aujourd'hui, intégré dans un système. Comment vous voyez, comment vous ressentez les nouveaux systèmes de financement, le crowdfunding ou autre? Est-ce que vous êtes acteur déjà sur ce domaine-là, peut-être, par des plateformes peut-être propriétaires ou partenariales? Est-ce que pour vous, ce sont des partenaires, des concurrents? Comment un jeune créateur, est-ce que c'est un jeune créateur qui a déjà levé 10 000 € sur un projet de crowdfunding? Pour vous, c'est aussi un label de qualité? Label de qualité, on est pleinement partenaire de ce type d'activité. Hein. Donc effectivement, pour nous, c'est très positif parce que c'est un autre mode de financement. Je rappelle quand même aussi que la banque, une fois qu'on a fait le financement, c'est le début de l'histoire. Donc après, on a tout le fonctionnement, tout le digital, tout ce qui est mode de paiement, mode d'encaissement. Donc on est nous, en tous les cas, sur un domaine qui est en complète révolution, dans lequel d'autres acteurs, autres que la banque aussi, s'intègrent. Donc aujourd'hui, nous, on doit être aussi très agile. Oui, bien sûr. Jean-Sébastien, je sais pas, je vous voyais parfois hocher la tête. Votre relation avec votre banquier, pour vous, tout s'est bien passé? Oui, non, puis c'est vrai que ce que disait Jérôme est très vrai. Alors moi, j'ai eu la chance de faire aussi du financement participatif, un financement participatif qui a été à succès, puisque j'ai pu récolter un peu moins de 20 000 € sur la plateforme Ulule. Et voilà, il faut saluer le financement, c'est un ensemble, c'est pas que la banque, c'est pas que l'apport du créateur, c'est un ensemble de leviers qui vont ensemble et qui se multiplient ensemble. Alors voilà, tu as cité Initiative Clermont Agglo, on a le réseau Entreprendre, on a T2I+, enfin il y a plein, la BPI évidemment, faut pas les oublier, c'est un grand acteur dans le sujet. Et c'est vrai que l'ensemble de ces leviers-là permettent aussi
d'aller voir sa banque et de dire, ben oui, comme tout cela nous ont fait confiance, donnez-nous un peu plus. Et c'est vrai que c'est important à considérer parce que, voilà, moi dans mon cas personnel, on obtient un prêt d'honneur à Clermont-Aglo, puis un prêt d'honneur au réseau Entreprendre, puis le financement participatif, plus l'apport, et au final ça fait une somme d'argent plus importante, et la banque dit, ok, puisque votre apport global est plus important, on peut aussi mettre plus d'argent sur la table. Donc c'est très important, et le banquier est un partenaire clé dans la vie d'une entreprise, et j'encourage tous les gens à monter une entreprise avec une banque. Alors ça va peut-être pas plaire à Jérôme ce que je vais dire, mais en fait la banque c'est un entrepreneur, c'est un partenaire clé qui vous prête de l'argent, et vous allez voir, vous allez faire plein de business plans, et dans le business plan ça se passe toujours bien. Le business plan ça se passe toujours bien, et dans la réalité ça se passe jamais comme dans le business plan. Bien sûr. Oui. Donc il peut y avoir des moments où c'est un petit peu plus difficile. Et l'avantage entre guillemets, c'est si la banque vous a prêté, elle a un intérêt, c'est de récupérer son argent derrière aussi. Donc quand ça va mal, elle aura tout intérêt à vous aider aussi pour que ça aille mieux derrière. Et alors c'est pas une critique de dire ça, mais c'est normal, vous êtes dans le même bateau avec votre banquier, et le but c'est de réussir. Ça peut être un peu plus long que prévu, il faut être conscient de ça aussi. C'est que voilà, quand vous êtes sur les chiffres sur le tableur Excel, ça va tout de suite très vite. Puis dans la réalité, des fois, il faut être un peu plus pragmatique et ça met un peu plus de temps que prévu. Donc c'est important d'avoir un banquier à ses côtés aussi, parce qu'il est là pour vous accompagner dans ces cas-là. Non, Jérôme, je sais pas, non, je complète, je rebondis là-dessus parce que c'est très vrai. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, c'est le début de l'histoire, et effectivement, entre le prévisionnel et la réalité, on peut avoir un décalage assez significatif. Et ça fait aussi partie de l'évolution des banques en se disant, voilà, la première, la deuxième, la troisième année, on sera peut-être pas au point de passage. À partir du moment où on est avec des réseaux accompagnés, on discute aussi avec les réseaux post-financement, après le financement, pour se dire, voilà, comment peut-on faire maintenant pour lui faciliter la vie après 12 mois d'activité, 18 mois, 24 mois, ça s'est plutôt bien lancé, mais on n'est pas au point mort, on n'est pas au passage, donc comment peut-on faire pour refinancer un petit peu derrière, ou par d'autres types de financement, type court terme par exemple. Juste un chiffre qu'on n'a pas évoqué, il se dit qu'il se créerait en France 1500 nouvelles entreprises par jour. Vous constatez un accroissement au quotidien de jeunes créateurs qui poussent votre porte dans un réseau bancaire? Oui, c'est certain. Aujourd'hui, nous, pour vous donner un ordre d'idée, on a un portefeuille client sur Auvergne-Rhône-Alpes de 100 000 clients. Et donc, chaque année, on ouvre 10 000 clients professionnels. Donc aujourd'hui, la part aujourd'hui de la création dans notre activité bancaire, c'est 1 sur 2. D'accord. Donc pour nous, c'est très très important. Une création accompagnée d'une création validée, j'allais dire, donc durable. Donc voilà notre raisonnement à nous. Merci. Alors, on dit toujours qu'on donne un petit peu la parole à la fin à la salle, mais juste avant, très rapidement, un mot de chacun. Tristan, le prochain projet de création, c'est quoi? C'est une machine de guerre. Il lance un projet tous les 6 mois. Non, je sais pas, un projet très personnel, futur peut-être. C'est quoi le grand projet qui vous ferait rêver, dans lequel vous mettrez tout à la fois vos valeurs, votre équilibre pro et privé? Qu'est-ce que vous aimeriez lancer un jour qui n'existe encore pas, sans trahir de secret, hein, bien sûr? Oui, bon là, je peux pas en parler aujourd'hui encore. Enfin, c'est pas possible aujourd'hui, impossible, d'accord. Mais des envies dans tous les cas, c'est ça, encore d'autres envies. Tout à fait. Bon, d'accord, ok. Non, je vais pas vous demander. Tiens, oui, est-ce que vous voudriez créer votre entreprise? Je pense il n'écoute pas. Non, mais enfin, il n'y a pas de secret là-dessus. Bien sûr qu'un jour je crée mon entreprise. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui vous motiverait? C'est quoi la valeur, le sens, sans parler du concept du projet, hein, j'allais dire, qu'est-ce que si vous deviez créer, ça serait quoi pour vous? En fait, être entrepreneur, c'est aussi un état d'esprit. Oui. Et c'est surtout ça, de résoudre des problèmes tout le temps. Ah, c'est ça, exactement. Et juste s'il y en a au quotidien. Oui. Jérôme, créateur d'entreprise un jour peut-être? Alors, l'idée, moi j'ai retenu le mot parce qu'on l'utilise aussi d'intrapreneur. Dans l'idée, effectivement, nous on est dans une logique d'intrapreneuriat, c'est-à-dire qu'en fait on demande au niveau des personnes qui font du professionnel, on essaie d'améliorer au quotidien notre approche, notamment par un monde qui bouge plus vite qu'au préalable, notamment par rapport à l'aspect digital. Sûr, donc effectivement, voilà. Le rêve c'est d'être intrapreneur actuellement. Jean-Sébastien, un rêve fou pour les 6 prochains mois, la prochaine année, les 5 prochaines années? De rêve fou, je sais pas, continuer d'entreprendre et avoir toujours de nouvelles idées. Et j'ai une petite anecdote qui
va lancer aussi un nouveau projet que je porte. Et c'est aussi un petit conseil, un encouragement envers les futurs entrepreneurs, c'est d'essayer. Moi, typiquement, pour l'activité Fruity, donc on livre des corbeilles de fruits frais, des snacks sains en entreprise. Et j'ai un de mes clients qui m'a contacté, qui est déjà client sur cette activité, et puis qui me dit, bah, pour les réunions de direction, les réunions avec les collaborateurs, on prend les repas chez Classprout. Et bon, on n'est pas vraiment satisfait de la qualité, et surtout il y a énormément de déchets, parce que tout est entouré de plastique, etc. Est-ce que vous pourriez pas, vous, nous proposer des plateaux repas? Et puis alors du coup, bah, j'ai réfléchi, on a l'avantage d'avoir un agrément sanitaire et un laboratoire pour l'activité Mon Drive local. Et puis, ben, on a des bons produits parce qu'on a des producteurs, donc j'ai dit, ok, ben, pourquoi pas. Et j'ai fait une offre à ce client, puis 10 minutes après avoir reçu mon mail, elle m'appelle, elle me dit, ben, on est très content, on aimerait bien essayer. Je lui dis, ben, pourquoi pas. Et vous voulez essayer quand? Ben, demain midi. Ah, alors là, du coup, j'ai eu un petit moment d'absence, et ça, c'est l'autre facette de l'entrepreneur. Voilà. C'est ça, la capacité à dire, d'accord, on peut pas, mais on vous le fait. Voilà, et c'est exactement ça. Et puis j'ai dit, bah oui, je vais le faire, parce que de toute façon, une fois qu'on s'est engagé, j'ai envie de dire, on n'a plus le choix, faut y aller. Mais voilà, l'idée de ça, c'est de dire, faut essayer. J'ai essayé, ça a été un peu la course le lendemain, ça a été un peu la course le soir même, mais on a livré le client à l'heure, presque à l'heure, pour la première, et puis il était très content, très satisfait, il en a recommandé 2 jours après. Et voilà, le conseil, c'est de dire, allez-y, essayez, vous perdez pas grand-chose. Au pire, si ça marche pas, ça marche pas. Mais si ça marche, vous aurez tout le loisir de vous éclater par la suite. Ouais, effectivement, beau de challenge, belle réussite. Manuel, même question, le rêve pour ou l'envie, je sais pas, pour les 6 mois, 2 ans, 5 ans, je sais pas. Eh ben, trouver un modèle économique pour Et les Fils et Jeudi, parce qu'aujourd'hui, je ne gagne pas ma vie avec Et les Fils et Jeudi. D'accord, ouais. C'est mon activité de community manager et de rédactrice web qui me rémunère. Donc voilà, parce qu'au début, Et les Fils et Jeudi, c'était vraiment pas pour gagner de l'argent, c'était vraiment pour fédérer. Et c'est ce qui se passe, donc on est super contente, mais ça me prend énormément de temps. C'est une organisation, c'est chronophage, des soirées avec 100 filles, hein, vous imaginez. Et ben voilà, ça prend du temps à organiser, donc voilà, trouver un modèle économique pour ça. D'accord. Alors je sais que c'est un homme, mais je vous invite, je ne sais pas si vous le connaissez, j'en parlais tout à l'heure, le monsieur qui est là, qui prend des notes au premier rang, Gilles Fichy, qui est entre autres cofondateur des Petits Déjeuners, mais j'allais dire qui est surtout animateur depuis l'Interclub, 10 ans, 15 ans 8 ans, pardon, donc l'Interclub économique qui fédère tous les clubs économiques de la place de Clermont, donc c'est l'expert réseau, n'hésitez pas, je pense sur les modèles éco, je fais du matching aussi, ouais, au réseau, bah, c'est un peu ça les Petits Déjeuners, c'est pas qu'une table ronde qui n'a jamais été ronde. 17 ans de Petit Déjeuner, on n'a jamais eu une seule table ronde, c'est dramatique. Coraline, c'est bon le prénom, tout va bien, ça va? Oui, c'est ça. Soulagement. Là aussi, alors en rêve pour les 6 prochains mois, les 5 prochaines années, je ne sais pas. Être toujours sur la route avec le bus et avoir une boutique fixe. D'accord, ok. Garder les deux, ça pourrait être pas mal. Ah, j'imagine, effectivement, ouais. Peut-être un bus plus facile à conduire, plus moderne peut-être, ça, non? Ça Moi, va, je me suis fait. Après, c'est plus niveau mécanique, c'est compliqué là-dessus, je m'y ferai jamais. Mais j'avais oublié ce genre de détail. Après, pourquoi pas, effectivement, un nouveau bus plus moderne et à 2 étages, du coup, tant qu'à faire, pour avoir plus de place. Une franchise? Oui, ça serait un rêve, mais bon, on va y aller doucement. Oui, pareil, votre banquier vous suivra, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, je propose qu'on les applaudisse pour les remercier de leur participation. Aujourd'hui, c'est un sujet complètement open, hein, vous l'avez vu, nouvelles attentes, nouveaux comportements, c'est plus un questionnement, mais j'imagine que chacun d'entre vous a plutôt un parcours, a plutôt une envie, peut-être un questionnement. Vous avez des experts, des témoins. Si l'une ou l'un d'entre vous se propose de jeter, je sais pas, comme je vois par exemple, appuyé sur le mur là-haut, non, si quelqu'un veut prendre la parole pour une première question, ce sera avec grand plaisir. Ah mais Gilles, alors par contre, je ne pourrais pas descendre par rapport à ce que je fais d'habitude, porter un micro. On va vous piquer un micro là, si vous allez bien. Et par contre, je vous inviterai à vous le faire passer, parce que sinon, je serai en haut dans 4 heures. Oui, on s'aperçoit que le profil, en fait, par rapport au monde du travail est en train de muter complètement. En matière d'orientation, qu'est-ce que vous attendez, en fait, qui change dans le Landerneau pour arriver à sensibiliser beaucoup plus tôt et amener les jeunes à prendre des décisions dans ce sens, et essayer de rattraper un taux d'entrepreneuriat plus proche de celui de l'Angleterre et de l'Allemagne, parce qu'on est encore en deçà de nos possibilités. Ah, qui aurait envie de répondre à cette question? Est-ce que quelqu'un a déjà une réponse à la question qui est très précise quand même, Gilles? Oui, effectivement, bah non, ça me semble logique. Il n'y a plus de micro sur cette table.
Bon, garde-le en bas, Gilles. Peut-être garde-le, parce que ça ira dans la salle, parce que je ne vais pas pouvoir descendre. Moi, j'ai pas de réponse. Il y a des pistes de réponse. Et déjà, dans tout le système scolaire, avant le bac, et même dans les études, juste après le bac, on ne parle pas d'entrepreneuriat. On prépare les gens à intégrer une entreprise en tant que salarié, et c'est la voie normale. Et on ne parle pas de création d'activité ou qu'est-ce que je vais faire, ni où je vais travailler. C'est ça. Et donc déjà, si les jeunes lycéens avaient une idée de ce qu'était une entreprise et de ce qu'était un chef d'entreprise et ce que ça veut dire quoi créer une entreprise, et il y a plein d'associations qui s'emparent du sujet et qui vont dans les lycées, dans les collèges pour aider pour diffuser cette culture entrepreneuriale très jeune. Peut-être que quand on passe son bac, on se dirait voilà, peut-être que je vais essayer de faire des études pour faire des projets. Est-ce que vous êtes prêts à venir dans les forums, dans les écoles là, parce qu'effectivement, je vois le Massillon fait dans quelques jours en fait un forum sur l'orientation. L'ensemble des métiers est représenté, mais par le plus grand des hasards, l'entrepreneur est encore absent. Alors Massillon, qui a longtemps mené, je ne sais pas si c'est toujours le cas, les petits entrepreneurs, je sais pas comment ça s'appelait, effectivement, qui était une sorte d'exercice pour leurs étudiants de troisième, je crois, même voilà, ou je sais plus, de création d'entreprise. Ils sont assez en avance, effectivement, sur le concept, mais ils ont encore du mal, parce que au niveau des enseignants, l'entrepreneur, c'est quand même encore un animal bizarre et avec des relents. Vous les trouvez bizarres? Hein? Je sais pas, je les trouve plutôt bien, en pleine forme, épanouis. Mais moi, je ne suis pas enseignant. Non, mais l'idée, c'est qu'effectivement, les entrepreneurs doivent aller à la rencontre du monde étudiant, parce qu'on s'aperçoit que, au moment du bac, c'est 70% des jeunes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire après. Et 2 ans plus tard, dans le niveau universitaire, on a 50% qui sont totalement en situation d'échec. Là-dedans, il y aurait peut-être des pépites d'entrepreneurs. Ah, les pépites, les fameuses pépites. Merci Gilles. Quelle est une autre question? Ah, ben oui. Merci Gilles de faire le go-between, hein, puisque c'est ta spécialité, la mise en relation. Mais là, elle est physique. Oui, alors je voulais rebondir sur la question de Michel Péché, Rollet Malakoff. Alors, ce qu'il a été fait allusion tout à l'heure à Massillon, c'est entreprendre pour apprendre. Il faut savoir que voilà. Entreprendre pour apprendre, c'est une démarche qui fonctionne plutôt bien, qui fonctionne sur le Puy-de-Dôme, qui fonctionne très bien sur l'Allier également. Bon, par ailleurs, je suis ici membre de l'association Jeunesse et Entreprise. Je peux vous dire que la notion d'entrepreneuriat, elle est là. Personnellement, et avec beaucoup d'autres, on est dans les classes de 3e. Au moment de l'orientation, on en parle jusqu'au terminal. Et il y a même, moi j'interviens au lycée Lafayette, entre autres, et tous les ans on me demande de venir parler de l'entrepreneuriat, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que l'entreprise, comment ça fonctionne, et on a un certain nombre de modules. Alors, bien sûr, on n'est pas nombreux à travailler sur ce sujet-là, on est bien d'accord, mais il en faudrait beaucoup plus. Par contre, en ce qui concerne des enseignants que je vois régulièrement, les choses changent. Là aussi, il y a une prise de conscience de ce côté-là. Donc moi, je suis assez optimiste sur cette affaire. Les choses vont nettement mieux qu'on le croit. Merci Gilles. Je sais pas, une remarque, une réaction, une question également sur des projets un peu nouveaux, un peu différents, que j'imagine que vous portez certainement, et sur le regard que les gens vous donnent. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole, ou on continuera autour d'un café? C'est souvent le meilleur endroit pour discuter. C'est plus compliqué dans un amphithéâtre. Plus de questions? Plus rien? Ah, une question en bas. Donc Gilles va nous rejoindre avec le micro. Il arrive. Merci Gilles de ce travail imprévu. Bonjour, je suis Paul Varlet, donc je suis en cours de lancement de mon activité. Donc je suis consultant dans la visibilité internet par le biais du référencement payant et du social ads. Et à travers votre expérience ou de ce que vous avez vu en accompagnant des entrepreneurs, quel est l'élément ou les éléments décisifs lors de la création d'une entreprise sur la première année? Qu'est-ce qui fait que ça va marcher ou pas?
Ah, bonne question. D'abord peut-être les créateurs. Qu'est-ce qui vous a fait la différence? Après on reviendra sur les experts, entre guillemets. Pour vous, qu'est-ce qui... vous avez un avis, déjà un recul par rapport à ça ou Bah après, il y a plein d'éléments qui peuvent entrer en compte, mais le réseau, l'accompagnement, ça c'est une première chose. Avoir aussi une première idée établie et qui soit testable, parce qu'on peut avoir plein de rêves. Il y a plein de rêves, mais il faut commencer par une première idée. Et comme le disait Manon, qui pourra évoluer par la suite, il faut pas s'arrêter à sa première idée, mais il faut sortir quelque chose qui soit exploitable. Moi, si je parle de ma propre expérience, on a passé beaucoup de temps sur l'avant-projet, à créer un beau site internet, à prendre des photos des producteurs, etc. On s'est posé plein de questions, peut-être un peu trop. Et au final, on s'est rendu compte qu'on a lancé le projet et rien ne s'est passé comme on l'avait prévu. Et avec le recul, je l'aurais lancé beaucoup plus vite, et beaucoup plus tôt, avec un projet peut-être moins abouti, et le faire évoluer au fur et à mesure. Donc ça, l'idée, c'est de pas s'arrêter sur un projet. On a une vision du projet, et le projet, il évoluera aussi avec ses clients, il évoluera avec ses partenaires, et il faut y aller et le faire évoluer après, naturellement. C'est une vraie théorie aujourd'hui, ça, c'est se dire, je prends soit le temps de s'installer dans un vrai travail de fond, accompagné, voilà, soit je lance, et puis je match en 6 mois ou pas, et j'arrête et je passe à autre chose. C'est une vraie théorie de la création d'entreprise, là, on est sur le... Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que l'allié et l'ennemi du chef d'entreprise, c'est le temps. Et le temps va très vite. Et moi, dans ma situation personnelle, j'avais un job avant, j'ai eu la chance de pouvoir faire une rupture conventionnelle, donc j'avais 2 ans de chômage. Et je me suis dit, 2 ans, c'est long. En fait, non, 2 ans, c'est très rapide, et il faut du temps à une entreprise, à un business pour s'implanter. Et au final, lancez le plus vite possible. Ça sera déjà ça de prix, vous arriverez à avoir des premiers retours, des premiers tests, et vous pourrez faire évoluer votre projet. Mais le temps passe à une vitesse folle, donc servez-vous-en comme un allié, pas comme un ennemi. Alors, je vois plein de têtes qui bougent, mais Manon, oui, effectivement. Je veux juste rebondir, tester et accompagner, c'est pas c'est pas incompatible. Nous, on accompagne à tester rapidement. D'accord. Voilà, c'est pas je pense que c'est ce que tu voulais dire aussi, mais. D'accord, effectivement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a une société, des moyens, de la technologie, du web ou autre, effectivement, aujourd'hui on peut, avec du test AB, on peut très vite aller sur des, et puis prendre une bonne décision. Je sais pas, oui, alors juste une remarque au niveau de la banque. On a 2 approches. On a l'approche professionnelle, notamment par rapport aux créateurs. On a aussi l'approche personnelle, ça a été dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on va regarder si c'est effectivement viable par rapport à ça et le temps que vous allez mettre à développer et à décoller, d'accord. Et ensuite, en parallèle aussi, on va se dire pendant cette période-là, comment je vis de cette activité, quels sont les revenus que j'ai par ailleurs. Et ça, c'est important au niveau de la démonstration quand vous allez voir la banque en disant voilà, je démarre, je lance mon activité, je suis en parallèle salarié, je suis en parallèle en demandeur d'emploi, j'ai telles indemnités, donc je vais pouvoir vivre et assumer ma vie personnelle pour pouvoir me développer à titre professionnel pendant tant de mois. C'est important. C'est vrai que c'est une question souvent posée par les banquiers. Comment vous allez vivre? Voire même si on se sous-estime dans sa rémunération la première année, c'est pas crédible. Il y a un moment donné où il faut vivre et arriver à pouvoir porter un projet tout en vivant, je dis pas d'être riche, mais au moins d'arriver à faire la démonstration qu'on peut vivre. Oui, et puis c'est de notre responsabilité, au niveau de la banque, de se dire effectivement, on accompagne un projet qui est viable, tant professionnellement que personnellement. Bien sûr. Je vous ai vu réagir assez fortement, non? Je sais pas, une réaction? Oh, pardon, Emmanuel, pardon. Bien sûr, oui, non, tout à fait. Non, mais vous avez le micro, pardon. Non, c'est vrai que... oui, non, c'est vrai qu'après, il y a tout un parcours, il faut... Pardon. Du coup, je réagissais tout à l'heure, mais du coup, vous voyez, j'ai perdu le fil. Alors, vous donnez le micro. Je suis tout à fait d'accord, en fait, avec mon collègue, voilà. D'accord, ok, bah oui. Alors, Emmanuel, pardon, si je... Oui, moi je rejoins ce que Jean-Sébastien a dit. Le réseau, c'est capital. C'est là où tu feras le plus de business, je pense. Il faut se montrer, il faut distribuer des cartes de visite, il faut expliquer ce que tu fais et puis c'est comme ça que les gens penseront à toi quand ils se diront ah bah oui tiens mais je connais un type qui fait ça, ça va matcher entre vous. Moi c'est ce que je fais pour aider les filles, c'est jeudi. Je reçois des tonnes de messages tous les jours. Tiens, tu connais pas une fille qui est naturopathe? Bah oui, j'en connais 6, 7, 8, je te donne des noms et puis voilà, c'est comme ça que ça marche. Bien sûr. Alors, il est 58, 57, on a toujours pris un parti pris au petit déjeuner de la création. C'est vous qui l'aviez demandé sur une enquête, pour pas vous faire perdre la matinée, on termine à l'heure ou à 5 minutes près. Donc, si d'autres questions, oui, pardon, allez-y, bien sûr. Oui, j'ai une question. Moi, l'intervention de Manon, c'est ça, m'a interpellée notamment sur la notion de quête de sens. Moi, personnellement, je suis coach et j'accompagne des personnes qui sont en reconversion, qui réfléchissent à la reconversion et qui souvent sont en pleine quête de sens.
Et je voulais savoir, enfin poser la question aux entrepreneurs, savoir la place qu'avait prise cette quête de sens et la place qu'elle a aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui ils trouvent vraiment du sens dans ce qu'ils font par rapport à leur précédente vie si ils étaient salariés auparavant? Ah oui, effectivement. Vaste sujet. Qui souhaite répondre? Les entrepreneurs peut-être, effectivement. Est-ce que vous vous retrouvez vous-même l'être humain, l'entrepreneur, oui, mais l'humain également, finalement. Oui, oui, alors l'entrepreneuriat et l'entrepreneur, c'est avant tout un homme, et c'est avant tout des hommes, alors homme au sens large, avec un H majuscule, hein, ça inclut évidemment les hommes et les femmes. Mais du coup l'humain est au cœur de tout ça, et c'est vrai que, ce que je disais au début, on crée un projet en fonction aussi de ses convictions personnelles, et on dit souvent que la vie de l'entrepreneur, c'est un peu un sinusoïde, donc ça peut rappeler un peu les cours de physique quand on était au lycée, mais c'est une courbe qui fait comme ça, et du coup, voilà, avec des hauts et des bas de manière très rapide, et qui peuvent s'enchaîner même sur une seule et même journée, et donc du coup, pour tenir, c'est aussi ce qui nous passionne, mais pour tenir, faut un minimum avoir des convictions derrière et croire à son projet. Et c'est vrai que quand je prends mon cas personnel, quand on voit que au début le producteur il va nous livrer une caisse de carottes, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et qu'on voit qu'il grandit avec nous, c'est ultra valorisant parce qu'on se dit derrière que voilà, on arrive à faire vivre des gens, que lui il peut faire vivre sa famille, et c'est ultra valorisant. Mais il faut avant tout, je pense, pour pouvoir tenir sur la durée, avoir de réelles convictions et porter les convictions qu'on a. Et je souhaitais juste réagir à la question d'avant par rapport au réseau, ce qui est très vrai, ce qui est important aussi. Donc il y a le côté réseau business, mais il y a le côté aussi écoute des autres. Et alors moi j'en suis un pur exemple, c'est-à-dire que je fais partie du réseau Entreprendre, et la règle du réseau Entreprendre, donc ils vous font un prêt d'honneur et ils vous obligent à assister à une réunion une fois par mois pendant 2 ans avec d'autres membres du réseau Entreprendre. On crée des clubs de lauréats et c'est obligatoire. Et au début on se dit mais nous embête, on n'a pas que ça à faire, on est entrepreneur, on court à 200 à l'heure, et vous êtes sanctionné si jamais vous y allez pas, là. Il peut y avoir des absences, mais... Et en fait, avec le recul, on se rend compte que c'est ultra enrichissant, parce que, tout seul, vous prendriez pas forcément le temps d'échanger avec les autres, mais là, on vous oblige à échanger, vous êtes sur place, donc quitte à être sur place, autant échanger, et finalement, vous avez des retours ultra enrichissants, et ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite, et le temps que vous avez perdu, les 2-3 heures que vous avez perdu, entre guillemets, dans ce réseau-là, vous faut avancer beaucoup plus rapidement derrière. Donc faut pas hésiter aussi à échanger avec les autres et à prendre le temps d'échanger et d'écouter sur son projet. Alors peut-être que juste sur ce point-là, une dernière question en fait assez sans colomber. Emmanuel a insisté sur l'importance des réseaux, ça a été relayé. En quoi Turing 22 aujourd'hui va contribuer à ce que, en tant que modèle innovant et d'excellence, à faire de la vie des réseaux quelque chose qui va devenir de plus en plus singulier et unique dans toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. Tu dis ça parce que tu n'as pas visité. Une fois que tu auras visité, tu auras tout compris. J'ai visité. Ah, tu as visité, d'accord. On va travaux. Maintenant, voilà, c'est ça. Vraiment, juste en un mot, en fait, comme le lieu a beaucoup d'espaces, comme on l'a dit, ouverts, d'échanges, de réunions et autres, et que vraiment la vocation du lieu, c'est cet échange, mais on sera ravis d'accueillir vraiment de manière gracieuse ou presque selon les cas, tout ce qui peut être les initiatives justement de rassemblement associatifs, entrepreneuriaux, c'est vraiment la vocation du lieu de pouvoir accueillir ce type d'événement pour pouvoir justement faciliter les connexions. Oh, pardon, oui, Manon. Juste, du coup, pour rebondir, moi je suis persuadée que, on parle de la solitude de l'entrepreneur, être seul dans la première année de création d'entreprise, c'est un facteur d'échec. D'accord. En tout cas, les réseaux peuvent être un facteur de succès, mais rester seul, c'est un facteur d'échec assuré. Donc, voilà. Donc, faites tout ce que les autres ont dit. Exactement. C'est un sujet très ouvert, entrepreneur, quel profil, quelles attentes, mais vous avez quelques clés, dans la dernière clé extrêmement majeure. Et je pense qu'il peut y avoir plein d'autres questions, mais qu'elles se feront autour d'un café, parce qu'on a toujours dit qu'on terminait à l'heure, et il est 10h02, parfait, formidable. Derniers applaudissements si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Merci à la CCI, merci à nos partenaires, et puis on se donnera rendez-vous pour un prochain petit déjeuner. Peut-être une visite de Turing 22 aussi. Voilà, bonne journée, merci à vous toutes et à vous tous.